8h36. Vous écoutez Radio J et c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Il s'agit de l'interview d'Eva Soto. Elle reçoit ce matin Véronique Rey-Sout, auteure de L'Ultime Pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux, un livre paru aux éditions du Cerf. Véronique Rey-Sout, bonjour. Bonjour. Puisque c'est Léa qui nous a introduite, elle nous disait pendant la publicité en vous regardant, oh là là, moi je déteste, mais alors je déteste, je les hais les réseaux sociaux. On m'a proposé d'écrire un livre qui serait voilà. réseaux sociaux. Et vous avez répondu, oui c'est vrai, il y a une dérive. Alors, quelle dérive et pourquoi est-ce que vous comprenez que Léa Moscona, qui anime le morning tous les matins, déteste les réseaux sociaux? Elle m'affiche. Je la comprends parce qu'effectivement les dérives c'est beaucoup de haine, beaucoup d'expression. Comme on le disait hors micro, c'est une réalité qui est ce que vous dites sur les réseaux sociaux n'est pas forcément ce que vous diriez dans la vraie vie. On peut commencer par des exemples extrêmement concrets. Sur Facebook par exemple, eh bien vous allez mettre votre statut, vous allez expliquer que vous êtes célibataire ou vous êtes en couple ou je sais pas quoi, enfin bref, des choses assez intimes quand même. Est-ce que vous descendriez dans la rue, crier la réalité en montant sur un banc pour dire je suis célibataire? Bien non, vous feriez pas ça. Et bien ça revient à ça. Donc oui, je comprends cette réalité de la complexité. L'une des dérives, c'est ce qu'on appelle l'extimité. C'est ce que je viens de vous décrire, c'est mettre votre intimité en scène, croyant que vous la maîtrisez, mais non, une fois que vous avez mis en scène, vous ne maîtrisez plus tant que ça. L'autre chose, c'est la polarisation des débats et la violence de certains débats. Et puis, bien évidemment, on côtoie le meilleur et le pire sur les réseaux sociaux. Donc, on peut se dire que tout est horrible. Non, tout n'est pas horrible. Il y a des choses magnifiques qui se sont passées aussi sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'en venir aux choses magnifiques, on va parler d'actualité puisqu'Elon Musk a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Elon Musk, sur Twitter, c'est le free speech. C'est le symbole de ça. Donc, présenté comme une liberté. Par exemple, il a rétabli le compte de l'ancien président américain Donald Trump. Ça a même été, entre guillemets, la marque de sa reprise du réseau social quand il a racheté Twitter. Et puis, depuis que Elon Musk a pris les rênes de Twitter, ce sont aussi des propos de haine qui ont proliféré, notamment les propos antisémites qui ont plus que doublé depuis qu'Elon Musk a donc racheté Twitter. Quel regard vous posez là-dessus? Comment vous... On va dire que Monsieur Musk et sa relation avec Twitter est assez complexe et ambivalente. Il y a des bons côtés dans ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de mauvais côtés. On va commencer par les bons côtés, parce qu'on a une bonne humeur ce matin, mais d'abord, il a mis en place quelque chose qui permet de suivre ce que sont les lurkers. Les lurkers, ce sont les rôdeurs, ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne s'expriment pas, qui ne regardent pas, qui font que regarder, qui ne commentent pas, qui ne partagent pas, qui représentent quand même 80% des gens qui sont sur les réseaux. C'est intéressant parce que il a cette fonction, c'est le nombre de vues. Quand vous allez sur Twitter, vous allez voir maintenant, il y a cette petite fonction. Ça vous donne une idée de l'impact d'un message. D'ailleurs, de bons messages, mais de messages un peu moins bons en soi, c'est une indication intéressante de savoir comment il faut réagir. Deuxième chose qu'il a fait, qui pourrait potentiellement être intéressante, c'est de se dire que il a nettoyé beaucoup de bots, ce qui est quand même une réalité. Les bots, ce sont donc les robots, les faux comptes. Donc en soi, on pourrait dire c'est bien. Là où on a quelque chose de plus compliqué, c'est que, eh bien, comme il est dans cette espèce de free expression, il modère beaucoup moins. Il a coupé les effectifs, donc c'est beaucoup plus compliqué de modérer. Il s'appuie que sur l'intelligence artificielle et nous savons que l'intelligence artificielle ne suffit pas. Par exemple, l'antisémitisme en ligne, il y a des mots où vous savez que l'intelligence artificielle peut les repérer et retirer, mais quelquefois l'antisémitisme s'exprime de façon beaucoup plus sournoise que simplement avec un mot. Et puis là, parfois, il y a aussi des gens qui dénoncent l'antisémitisme et qui sont signalés comme... Donc c'est compliqué. On peut pas se baser que sur l'intelligence artificielle, même si bien sûr elle aide grandement. Et donc voilà, la complexité, c'est comme il ne modère plus, eh bien oui, ça laisse s'épandre et se répandre des choses plus que nauséabondes. Maintenant, et justement, il y a des gens qui viennent dénoncer et il faut compter sur cela. L'opinion en ligne, écrivez-vous, n'est pas représentative, mais significative et influente. Alors, expliquez-nous, est-ce qu'il y a des exemples concrets? Je ne sais pas, par exemple, Donald Trump, la prise du Capitole, est-ce qu'il y a des événements politiques marquants de ça? Alors, il y a des éléments politiques marquants, comme celui que vous venez de citer, qui sont plus
dues à la réalité des algorithmes qu'à l'expression en soi de l'opinion en ligne. C'est-à-dire que vous avez quelques personnalités extrêmes qui ont incité et poussé, qui ne représentent vraiment pas la réalité de l'ensemble des Américains. En revanche, les gens qui ont vu leur message sont des gens qui étaient dans une logique déjà complotiste, énervée, enfin voilà, sur l'ensemble de ces sujets, et ils ont vu des messages qui passaient en boucle et qui les a confortés dans la réalité que c'était une bonne idée, qui les a confortés dans leur énervement et qui leur a donné même le sentiment que finalement tout le monde pensait pareil, ce qui n'est pas vrai. C'est un effet algorithmique, la fameuse bulle cognitive. Alors, en démocratie, c'est la libre circulation des idées qui prévaut, mais aussi leur confrontation qui permet en fait de parvenir grosso modo à un équilibre. Les algorithmes, les bulles, est-ce que ça empêche ça et du coup, est-ce que les réseaux sociaux sont antidémocratiques ? Alors les bulles, actuellement, elles empêchent souvent, effectivement, la confrontation d'idées. C'est l'un des sujets. Donc, antidémocratique, disons qu'en tout cas, c'est anti-ouverture d'esprit, ça c'est clair. Après, quand on voit par moment, quand les idées différentes sont confrontées et qu'on peut constater la qualité des messages et des échanges, on peut se poser la question de est-ce une bonne idée? Moi, je pense que le vrai sujet, c'est que les algorithmes, vous ne les maîtrisez pas, on ne les connaît pas. Les plateformes sont extrêmement obscures sur ces sujets. Ça n'est pas du tout la même logique sur TikTok, par exemple, que sur YouTube, que sur Twitter ou que sur Facebook. Ce sont des algorithmes différents pour vous pousser des contenus. Et je pense que la réalité est que autant demander aux plateformes de tout modérer, c'est compliqué. Et c'est presque antinomique avec leur modèle économique. En revanche, exiger d'eux qu'ils soient transparents sur leurs algorithmes et que vous puissiez choisir la réalité du mode de fonctionnement, et transparent, pas je vous donne le code, parce que peu de gens pourraient le comprendre, pas vous avez en caractère 2 sur 300 pages l'explication du code, parce que ça aussi on le fera pas, mais de façon extrêmement simple, en vous disant est-ce que vous voulez recevoir des informations uniquement des gens que vous connaissez ou uniquement des gens qui ont les mêmes avis que vous, ou est-ce que vous voulez recevoir aussi des messages de personnes différentes. Enfin bref, faire les choses de façon simple, claire et transparente, ça éviterait effectivement cette dérive antidémocratique, si on l'appelle ainsi. Véronique Reissout, surtout, ce qu'il y a, c'est que dans ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire nous, quand on a des amis, qu'on côtoie des gens, on sait à peu près ceux qui ont les mêmes avis que nous et ceux qui ne les ont pas, et c'est quelque chose, entre guillemets, qu'on maîtrise notre bulle. Sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qui nous échappe. Du coup, avec quelles conséquences ? Dans les conséquences, vous avez, elles sont très variées. Si je prends TikTok et le fameux Pour moi, donc le fil qui arrive sur des adolescents qui vont avoir regardé quelques vidéos, par exemple sur des régimes, et ils vont recevoir toute la journée des images qui renvoient une réalité qui est il faut faire des régimes, il faut faire attention à l'espace entre les jambes. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais qui est terrible parce que en réalité, du coup, ça entraîne dans une forme de dépression, une dépréciation de soi. Donc les conséquences, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être aussi idéologiques, c'est-à-dire que je suis confrontée à des messages de plus en plus virulents et violents, et donc je me sens confortée dans la réalité de ma pensée, et j'ose aller un peu plus loin, et je peux même penser à passer à l'acte sur des agressions d'élus, par exemple, c'est plutôt d'actualité en ce moment, malheureusement. Je peux penser que aller manifester et crier dans la rue est tout d'un coup un sujet extrêmement important, ce que je n'aurais pas fait forcément si j'avais pas eu tous ces messages. Est-ce qu'on est sous l'emprise des réseaux sociaux ? Disons que tant qu'on n'aura pas plus de transparence et pas plus de capacité de modération par les internautes eux-mêmes, oui, il y a une forme d'emprise. Et puis après, on a quelque chose qui n'est pas lié aux réseaux sociaux, mais qui se retrouve sur les réseaux sociaux de façon incroyable, c'est que notre valeur sociale aujourd'hui, elle est fortement liée à votre visibilité et à l'image que vous projetez, et les réseaux sociaux en sont la démonstration. Quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social et quel que soit le lieu où vous habitez, il y a toujours un moment où cette réalité, elle est importante. Il faut être vu, il faut exister, il faut s'exprimer, et votre valeur sociale finit par être votre réputation.
Et c'est très compliqué et les réseaux sociaux l'amplifient. Mais c'est vrai en dehors des réseaux sociaux aussi. Alors, Véronique Reissout, donc l'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. Évidemment, un conseil à lire et puis aussi pour un peu mieux maîtriser soi-même quand on utilise les réseaux sociaux et éviter de tomber dans certains travers ou en tout cas en avoir conscience. Voilà. Merci. J'ai une petite phrase. Oui. On disait au début de Facebook, être connu sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Je pense que pour Monsieur Zuckerberg, c'est pas Monopoly. C'est vrai. Pour les internautes. On n'est pas tous égaux. Voilà. Merci. Le 6-9